23 mars 2015. Vallejo, Californie. Il est 3 heures du matin lorsqu'un événement inimaginable frappe un quartier résidentiel tranquille. Un couple dort dans sa maison. En quelques minutes, leur vie bascule dans un cauchemar qui semble irréel. Une intrusion, un enlèvement, une disparition. Puis un retournement choquant. Les victimes deviennent les suspects. Cette affaire est l'une des plus déroutantes de l'histoire criminelle récente aux États-Unis. Elle commence comme un kidnapping brutal et se transforme en une démonstration glaçante de ce qui arrive lorsque la justice refuse d'écouter les victimes. Aaron Quinn dort profondément dans sa chambre, à côté de sa compagne, Denise Hoskins. Le couple vit dans une maison simple, située dans un quartier calme de Vallejo. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Soudain, Aaron est réveillé par un bruit. Des pas, lents, lourds. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, une lumière crue envahit la chambre. Un intrus vêtu de noir se tient devant eux. Il porte un masque, des gants et pointe une arme. La voix de l'homme est déformée, métallique. Il leur ordonne de ne pas bouger, de ne pas crier. Aaron et Denise obéissent. Le ravisseur sort un objet étrange, des lunettes bricolées, couvertes de rubans adhésifs. À l'intérieur, les verres sont opaques, empêchant toute vision. Il les force à les enfiler. Puis il sort des seringues. Il injecte un liquide à Aaron et à Denise. Les deux ressentent immédiatement une lourde somnolence. Aaron se bat pour rester conscient. Sa tête tourne, ses membres deviennent lourds. Quelques minutes plus tard, il sombre. Quand il se réveille, la chambre est silencieuse. Ses mains sont attachées. Et Denise a disparu. À côté de lui, un haut-parleur diffuse une voix enregistrée. Le message est clair. Si Aaron prévient la police trop vite, Denise sera exécutée. La panique s'installe. Aaron est seul, attaché, drogué, et sa compagne a été enlevée sous ses yeux. Après plusieurs heures, il réussit à se libérer partiellement et à reprendre ses esprits. Il prend alors une décision difficile, appeler la police. Lorsque la police de Vallejo arrive chez Aaron Quinn, il est encore en état de choc. Il leur raconte ce qu'il vient de vivre. L'intrusion, l'homme masqué, les lunettes opaques, l'injection, puis l'enlèvement de Denise. Il répète le message menaçant diffusé par le haut-parleur. Mais les enquêteurs froncent les sourcils. Ils ne trouvent presque aucune trace de lutte dans la maison. Pas de sang, pas de vitres cassées, pas de porte fracturée. Le récit d'Aaron leur paraît trop détaillé, trop étrange. Dans la salle d'interrogatoire, les policiers ne cherchent pas à comprendre son traumatisme. Ils l'interrogent comme un suspect. Pourquoi attendre des heures avant d'appeler? Pourquoi votre récit semble-t-il si précis? Et si vous aviez inventé cette histoire? Aaron s'effondre. Mais ces réponses ne suffisent pas à convaincre. 2 jours plus tard, un miracle se produit. À plus de 600 km de Vallejo, dans la ville de Huntington Beach, Denise Hoskins réapparaît. Elle est déposée à proximité de la maison de ses parents. Fatiguée, désorientée, mais vivante. On pourrait croire que ce dénouement confirme enfin le récit du couple. Mais non, les enquêteurs ne la croient pas. Ils organisent une conférence de presse et déclarent publiquement que Denise et Aaron ont mis en scène ce kidnapping. Ils comparent même l'affaire au film Gone Girl, sorti quelques mois plus tôt, où une femme simule son enlèvement pour accuser son mari. Pour Denise, le cauchemar prend une autre forme. Elle a survécu à une expérience terrifiante. Mais maintenant, la police la traite comme une menteuse. L'opinion publique suit. Les médias reprennent les accusations. Le couple est humilié. Pendant plusieurs mois, l'affaire s'enlise. Pour les autorités, il n'y a pas de ravisseur. Pour Denise et Aaron, il y a la douleur du crime et celle, peut-être encore plus lourde, de ne pas être crue. Pendant que la police doute, un véritable prédateur continue à planifier ses crimes. L'homme masqué qui a pénétré dans la maison de Vallejo n'est pas un fantasme. C'est un criminel méthodique, calculateur, qui prépare ses attaques avec une précision quasi militaire. Les enquêteurs ignorent encore son identité. Tout ce qu'ils ont sont les récits confus d'Aaron et Denise et quelques indices matériels subtils laissés derrière lui. Une corde oubliée, un morceau de ruban adhésif, les lunettes opaques bricolées. Mais le mode opératoire est inquiétant. L'intrusion est silencieuse, rapide, quasi chirurgicale. Les victimes sont neutralisées avec des sédatifs puissants. La peur est utilisée comme arme principale. L'homme ne laisse jamais de traces évidentes. Il sait comment manipuler la scène du crime.
C'est pour cela que la police doute. Aucun signe classique de violence n'est présent. Puis, quelques mois plus tard, une nouvelle tentative d'intrusion survient dans une autre ville californienne. Cette fois, le criminel laisse derrière lui des preuves matérielles plus solides. Un téléphone portable, des cordes et des objets qui permettent aux enquêteurs de retracer ses mouvements. L'enquête prend enfin un tournant crucial. Le mode opératoire correspond exactement à celui décrit par Aaron et Denise. Le lien est impossible à ignorer. Le ravisseur de Vallejo est toujours actif. Les autorités commencent alors à dresser un profil. Homme blanc entre 35 et 40 ans. Connaissances techniques précises pour fabriquer ses lunettes et ses dispositifs. Antécédents militaires ou juridiques possibles. Comportement méthodique et obsessionnel. Petit à petit, le voile se lève. L'homme que personne n'a cru est réel. La vérité que les enquêteurs avaient refusé de voir devient désormais évidente. Quelques mois après l'affaire de Vallejo, Huntington Beach connaît un incident similaire. Une femme signale avoir été confrontée à une intrusion dans sa maison. Le scénario est presque identique. Un homme masqué, des lunettes opaques bricolées et une tentative de neutralisation avec des substances chimiques. Cette fois, le criminel laisse derrière lui plus que des impressions vagues. Un téléphone portable abandonné, des cordes, des gants et plusieurs dispositifs électroniques. Les enquêteurs saisissent le matériel et le passent au crible. Rapidement, un détail crucial émerge. Les fichiers du téléphone contiennent des recherches et des notes qui correspondent exactement aux méthodes utilisées à Vallejo. Le mode opératoire est le même. Neutraliser les victimes rapidement, les maintenir désorientées, puis les déplacer si nécessaire. La police comprend enfin, l'histoire de Denise Hoskins n'était pas une invention. Les méthodes sophistiquées et la précision de l'intrus confirment que quelqu'un préparait ces crimes depuis longtemps. L'affaire Vallejo prend alors un nouveau visage. Il ne s'agit plus seulement d'un enlèvement isolé, mais d'un pattern criminel clairement identifié. Les enquêteurs commencent à assembler les pièces. La similitude entre les attaques, les objets retrouvés sur la scène de la nouvelle tentative, les traces numériques pointant vers un individu précis. Petit à petit, le mystère autour de l'homme masqué commence à se dissiper. Le criminel, qui avait échappé à la justice et à la croyance des policiers, est désormais traqué. Après la nouvelle attaque à Huntington Beach, les enquêteurs disposent enfin de preuves tangibles, téléphones, cordes, lunettes bricolées et fichiers numériques. Chaque élément est minutieusement analysé et un nom commence à émerger. Matthew Muller. Muller n'est pas un inconnu ordinaire. Ancien avocat et ancien militaire, il a étudié à une université prestigieuse et a servi dans l'armée. Mais son parcours est marqué par des échecs professionnels et des comportements inquiétants. Il vit reclus depuis plusieurs années, passant inaperçu tout en planifiant ses crimes avec méthode. La traque pour le capturer ne sera pas instantanée. Pendant plus de 6 mois, les forces de l'ordre suivent ses moindres mouvements à distance, surveillent ses communications et établissent un profil complet. Ils doivent agir avec prudence. Muller est dangereux, méthodique et capable de disparaître rapidement. Durant cette période, plusieurs indices permettent de confirmer sa culpabilité. Les objets retrouvés sur les scènes correspondent exactement aux méthodes décrites par Denise et Aaron. Ces recherches numériques révèlent une obsession pour les enlèvements et les dispositifs de neutralisation. Les témoins qui l'ont aperçu à proximité des scènes des crimes fournissent des descriptions concordantes. Petit à petit, le puzzle se complète. La police comprend que Matthew Muller est le ravisseur masqué, celui que personne n'avait cru au début. Chaque nouvelle preuve renforce le dossier. Après 6 mois d'enquête minutieuse, une opération planifiée est lancée. Le jour de l'arrestation, Muller est pris par surprise dans son appartement. Les forces de l'ordre trouvent les lunettes opaques et les cordes utilisées lors des enlèvements. Des documents et enregistrements confirmant ses plans pour d'autres attaques. Des preuves numériques liant directement Muller au crime de Vallejo et Huntington Beach. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Denise et Aaron sont entendus et crus. La vérité éclate enfin. Alors que l'identité de Matthew Muller est confirmée, une question cruciale obsède les enquêteurs et le public. Pourquoi?
Contrairement à de nombreux criminels, Mueller n'a jamais laissé de lettre d'explication ni confessé un motif simple. Tout ce que l'on sait provient de son passé, de son comportement et de son mode opératoire. Les experts qui ont étudié le dossier soulignent que Mueller avait une obsession pour le contrôle total sur ses victimes. Chaque détail de ses crimes, lunettes opaques, sédatifs, isolement, visait à neutraliser toute autonomie des personnes qu'il enlevait. Pour lui, maintenir quelqu'un dans un état de peur et de confusion semblait être une source de satisfaction psychologique. Son comportement méthodique et froid suggère qu'il prenait un certain plaisir à observer la réaction de ses victimes. Les dispositifs qu'il utilisait n'étaient pas conçus pour blesser physiquement au départ, mais pour créer un état de terreur totale et un sentiment de dépendance absolue. Mueller a été décrit comme quelqu'un de brillant mais socialement isolé. Ancien avocat et ancien militaire, il a connu des échecs professionnels et personnels. Ces frustrations ont probablement nourri un sentiment de revanche ou de supériorité psychologique qu'il exprimait en orchestrant ses crimes. Des experts ont également noté des traits obsessionnels et compulsifs. Il planifiait ses crimes avec minutie, ce qui montre une forme de ritualisation dans ses actions. Il est important de rester prudent. Aucune preuve ne montre que Mueller ait cherché à tuer ses victimes par désir de violence gratuite. Ses actes étaient motivés par la domination, la peur et le contrôle, mais la part exacte de pulsions psychologiques reste inconnue. En résumé, Matthew Mueller kidnappait pour contrôler, manipuler et observer, dans un mélange de calculs méthodiques et de compulsions obsessionnelles. Comprendre ses motivations aide à saisir la gravité et la dangerosité de ses crimes et prépare le terrain pour le procès qui va enfin trancher son destin. Après plus d'1 an de traque, Matthew Mueller est enfin entre les mains de la justice. Le procès débute dans une atmosphère tendue, avec l'attention médiatique portée sur les détails des crimes, mais aussi sur l'injustice initiale subie par Aaron et Denise Huskins. Le dossier contre Mueller est solide. Les objets retrouvés sur les scènes de crime, dont les lunettes opaques et les cordes. Les fichiers numériques et recherches sur son téléphone, révélant ses plans. Les correspondances entre les méthodes de Vallejo et Huntington Beach. Les témoignages des victimes et des témoins ayant aperçu Mueller près des lieux des crimes. Chaque élément permet de reconstruire les kidnappings avec précision, confirmant la dangerosité et la préméditation de ces actes. Aaron Huskins témoigne, décrivant les instants de terreur et la confusion créée par Mueller. Leur récit, initialement mis en doute par la police, est enfin validé par les preuves matérielles et l'expertise psychologique. Des experts en criminalité expliquent le profil de Mueller, ses motivations et son mode opératoire méthodique. Après plusieurs semaines d'audience, le jury délibère. Matthew Mueller est reconnu coupable de plusieurs chefs d'enlèvement et de détention illégale avec usage de substances chimiques, ainsi que d'autres infractions liées aux tentatives de kidnapping. La sentence tombe, une peine de prison très longue reflétant la gravité, la préméditation et le traumatisme infligé aux victimes. Pour Aaron et Denise, c'est une victoire morale autant qu'une libération. La justice reconnaît enfin leur vérité. Cette affaire restera dans les mémoires non seulement pour la terreur infligée par un prédateur méthodique, mais aussi pour le chemin tortueux vers la reconnaissance de la vérité. Un couple traumatisé, des enquêteurs sceptiques et un criminel calculateur. La réalité dépasse souvent la fiction. Après l'arrestation et la condamnation de Matthew Mueller, Denise et Aaron Huskins tentent de reconstruire leur vie. Le traumatisme de l'enlèvement est immense, mais ils trouvent la force de transformer leur expérience en action concrète. Ils décident de porter plainte contre la police, qui avait d'abord douté de leurs témoignages et les avait traités comme suspects plutôt que comme victimes. Ce combat judiciaire aboutit à un résultat historique. 2,5 millions de dollars de dommages-intérêts pour les Huskins, reconnaissant officiellement le tort causé par la revictimisation institutionnelle. Leur histoire devient un exemple pour de nombreuses victimes de crimes, montrant combien il est crucial que la police écoute et prenne au sérieux les récits de ceux qui ont survécu à un traumatisme. En 2021, Denise et Aaron publient un livre intitulé Victim F, From Crime Victims to Suspect to Survivors. À travers ce récit, ils partagent leur vécu, leur combat contre l'incrédulité et la stigmatisation,
et leur parcours pour redevenir acteurs de leur vie. Le livre devient un témoignage puissant de résilience, rappelant que même face à des prédateurs méthodiques et à des institutions défaillantes, il est possible de survivre et de se reconstruire. L'histoire de Muller, Vallejo et Huntington Beach reste un rappel brutal de la complexité des enquêtes criminelles et des traumatismes persistants des victimes. Mais elle est aussi un exemple de courage et de détermination face à l'injustice.